Mais nous, chez Harashi Beautiful par exemple, on reçoit encore des témoignages de personnes, de mamans par exemple, qui dans le monde scolaire nous disent que leur enfant qui portait une coupe afro a été ciblé par le chef d'établissement ou par sa maîtresse ou par un professeur comme étant un cheveu qui devrait pas être en fait dans le monde scolaire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yacine. J'ai cofondé Harashi Beautiful il y a un peu plus d'1 an avec Samia Saadani. La réflexion et l'origine de la création de cette structure, en fait, elle remonte à loin, elle remonte aussi à mon parcours. Même si je m'en rendais pas compte, c'était un questionnement, une réflexion et quelque chose qui est lié au vécu. Dès mon enfance, j'ai compris qu'il y avait un problème avec mes cheveux, tout simplement. De cette volonté-là de cacher ce cheveu frisé qu'on ne voulait pas forcément voir dans mon entourage et de moi-même, bien entendu, parce que j'avais envie de ressembler à la catégorie dominante qui avait le cheveu lisse. Donc très tôt, j'ai eu les remarques, les insultes à l'école primaire, au collège. Et au lycée, en fait, ce que je faisais, c'est que je cachais ce cheveu, en fait, que moi-même, j'avais malheureusement commencé à détester. Et de là, il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je comprenne, en fait, d'où vient ce mal, quelle est l'origine en fait de ce problème, de cette problématique. Et c'est une fois arrivé à l'université, notamment à travers des lectures comme celle de Frantz Fanon ou comme celle de Juliette Smeralda, que j'ai commencé à me questionner sur moi-même et que j'ai commencé à porter mon cheveu naturel par la suite. Donc c'est lié à beaucoup d'influences, à des recherches, mais aussi à des personnes en fait tout simplement que je voyais à l'université porter leurs cheveux naturels et je voyais que c'était beau et que donc j'en avais la possibilité aussi. Et en fait, au fur et à mesure que je laissais mon cheveu naturel, je veux dire long, venaient aussi les remarques, etc. Et un jour, j'ai voulu retourner dans mon pays d'origine, dans lequel je n'étais pas allé pendant plusieurs années, comme beaucoup de gens qui font des études et qui travaillent l'été notamment, et qui n'ont pas la possibilité d'y retourner régulièrement, comme c'était le cas pour ceux qui sont d'origine maghrébine chaque année depuis l'enfance. Et donc quand j'ai voulu y aller et que j'ai parlé de cette volonté d'y aller à mon entourage, on m'a dit qu'il fallait que je me coupe les cheveux, que ça allait être chaud, les réactions sur place, etc. Et donc ça a été un déclic en fait où je me suis dit mais en fait le problème il est plus gros même que ce à quoi je pensais, puisque on peut même se retrouver dans le dilemme de devoir se couper les cheveux pour aller dans son pays d'origine. Alors moi je savais très bien que chez la population maghrébine il y avait un problème et qu'il y avait un rejet du cheveu crépus, du cheveu frisé, qu'il y avait même un complexe autour de ça, puisqu'en plus c'est lié à le cheveu crépus, le cheveu frisé dans la communauté maghrébine, c'est lié à notre africanité, et que c'est quelque chose en fait qu'on a tendance à rejeter avec ce critère de beauté européen en fait qu'on nous a inculqué et qu'on a encore aujourd'hui malheureusement, et en plus lié aussi à cette volonté, à ce fantasme d'un orientalisme et de fantasmer un peu les populations arabes du Moyen-Orient qui ont parfois, d'ailleurs pas toujours, les cheveux lisses, les traits fins et la couleur de peau très claire, un peu le stéréotype des chanteurs et chanteuses libanaises. Donc voilà, ce voyage-là en fait a été un déclic, et quand j'y suis allé, malgré que je m'étais coupé les cheveux, je ne m'étais pas coupé les cheveux à ras, mais je les avais quand même coupés, j'ai tout de suite remarqué qu'on me regardait bizarrement dans la rue, des insultes sont suivies, des remarques, parfois plus ou moins gênantes, parfois plus ou moins drôles, ça c'est autre chose. Mais voilà, une fois
que j'étais là-bas, j'ai souhaité témoigner en fait de cette situation et j'en ai parlé dans les réseaux sociaux. Et de là, en fait, il y a eu plus d'une centaine de partages, de commentaires, de messages que je recevais de personnes en fait issues de la diaspora nord-africaine maghrébine qui disaient vivre la même chose en fait tout simplement, femmes et hommes confondus d'ailleurs, même si effectivement c'est une problématique qui touche beaucoup plus les femmes, parce que les hommes maghrébins ont souvent les cheveux très courts, tout simplement, c'est pour ça que ça les touche moins. Mais voilà, en fait, une fois que j'ai partagé ce ressenti et ce témoignage, voilà, j'ai compris qu'il était temps d'en parler en fait plus sérieusement et on va dire presque plus concrètement et dans un cadre particulier. Et de là, avec Samia Sardani avec qui j'avais aussi des discussions par rapport à ce témoignage, m'a accompagné on a créé ensemble Harashi Beautiful. Je pense que déjà je suis pas forcément le premier concerné pour parler de ce sujet-là, puisqu'il y a déjà des gens en fait qui ont répondu à cette question auparavant, des militants et militantes féministes notamment, ou liés au mouvement NAPI. En fait, on en parle, et bien entendu qu'on aimerait bien ne pas avoir à en parler, tout simplement. On en parle parce que c'est un problème pour beaucoup de personnes, et notamment pour beaucoup de femmes noires en France. Et en fait, que ça soit dans le monde scolaire ou par la suite dans le monde du travail et aussi dans les familles, c'est un problème qui amène à des situations qui peuvent être difficiles. Dans le monde de l'emploi, on l'a vu par beaucoup de faits d'actualité ces dernières années, ou alors dans le monde scolaire notamment aussi, il y a eu plusieurs problèmes. Des établissements scolaires qui interdisent tout simplement une catégorie de coupe de cheveux, des emplois où on va dire en fait ce cheveu-là ne fait pas professionnel ou n'est pas adapté, alors que c'est quoi un cheveu professionnel, c'est quoi un cheveu adapté à telle ou telle catégorie d'emploi. Je me pose la question, normalement on ne devrait même pas se la poser. Donc je pense que c'est un questionnement et c'est un problème sociétal qui est lié, on ne va pas se le cacher, à une forme de discrimination en fait, à mon sens, qui est lié à ce rejet un peu des personnes différentes, tout simplement. Je pense que le cheveu est une des extensions du rejet et du racisme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir peur de le dire. Et d'ailleurs, aux États-Unis, même si je ne prends pas les États-Unis comme exemple, mais en tout cas, des fois, il y a des choses sur lesquelles ils avancent un peu plus vite que nous. Il y a certains États qui ont reconnu la discrimination capillaire comme une forme de racisme. Et ils ont même interdit des fois cette discrimination-là avec dans le code du travail, et certaines entreprises ont été ciblées et ont été condamnées pour avoir agi de la sorte, en faisant de la discrimination liée dans un premier temps effectivement à la couleur de peau de la personne, mais aussi liée aux cheveux. Donc je pense que si on en parle, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a tous ces problèmes-là. De discrimination et de rejet. Alors certes, maintenant il y a des personnes qui vont dire « Ah mais non, tes cheveux c'est à la mode, je vois de plus en plus de panneaux publicitaires ou de mannequins, même si c'est encore minime, qui portent leurs cheveux naturels, etc. » Alors effectivement, c'est vrai, mais la mode n'avance pas au même niveau que la société. La société est encore dans un cheminement. Alors les choses évoluent petit à petit. J'ai espoir que ce sont des questionnements qu'on n'aura plus d'ici peut-être quelques années, voire une génération. J'ai espoir que les choses changent. Je suis quand même optimiste. Mais nous, chez Harashi Beautiful par exemple, on reçoit encore des témoignages de personnes, de mamans par exemple, qui dans le monde scolaire nous disent que leur enfant qui portait une coupe afro a été ciblé par le chef d'établissement ou par sa maîtresse ou par un professeur comme étant
un cheveu qui devrait pas être en fait dans le monde scolaire, soi-disant parce que c'est un cheveu qui pourrait être porteur de poux, alors que ça a été prouvé scientifiquement que le poux, il prolifère non seulement dans tous les cheveux, mais qu'en plus de ça, le poux prolifère beaucoup plus facilement dans le cheveu lisse que dans le cheveu crépus. Donc déjà, c'est lié à un mensonge. Mais voilà, souvent, c'est le cas dans le monde scolaire. Et dans le monde professionnel, on reçoit encore beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent dans ma catégorie d'emploi, on me dit toujours qu'il faut que je m'attache les cheveux, qu'il faut que je me lisse les cheveux, qu'il faut que je me fasse des brushings, qu'il faut que je cache ce cheveu en quelque sorte. Et aussi des personnes qui nous disent qu'elles n'ont pas pu avoir pas une augmentation, mais de monter dans l'échelle sociale, en fait, avoir une promotion, voilà, je cherchais le mot. Elle n'a pas réussi à avoir une promotion parce que le chef d'entreprise a dit que finalement, en fait, son cheveu ne serait pas forcément bon pour l'image de l'entreprise et que donc on donne la promotion à telle ou telle autre personne. Alors certes, c'est surtout dans certaines catégories d'emploi, de communication, de marketing, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas prendre en compte cette problématique-là. Donc voilà, si on en parle encore comme un sujet aujourd'hui, nous, Harashi Beautiful et d'autres structures, d'autres mouvements qui parlent de cette problématique-là du rejet du cheveu crépus dans la société, c'est d'abord et dans un premier lieu parce que ce cheveu est encore rejeté et qu'il y a de façon continuelle presque, j'allais dire perpétuelle, l'actualité qui nous donne raison, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel. J'ai travaillé en collège et en lycée. J'ai toujours voulu essayer de casser un peu cette barrière hiérarchique du prof et de l'élève. Donc j'ai des relations avec les élèves qui sont très fluides en classe. Donc il n'y a pas vraiment de barrière. Ce qui fait que les élèves vont parfois gentiment et directement m'interpeller en fait sur mon cheveu, sur ma coupe de cheveux. Alors des fois en faisant des remarques un peu drôles, mais voilà, ça me gêne pas du tout d'en parler avec les élèves. Donc des fois en fait on me chambre gentiment en me disant monsieur c'est quoi cette coupe de cheveux, ou alors c'est le prof Michael Jackson. J'entendais ça des fois dans les couloirs, mais voilà, je le prends pas du tout mal. Mais ce que je sais, ce que je vois et ce que j'analyse de façon presque sociologique ou anthropologique, c'est que notamment au collège où on a des élèves qui se construisent, c'est que sans m'en rendre compte, je suis devenu une forme de rôle modèle. Alors déjà, le fait qu'ils aient un professeur issu de l'immigration, issu des classes populaires, ça joue déjà, bien entendu. Mais je pense que de voir un professeur avec une coupe de cheveux comme ça, ils peuvent se dire, et je pense qu'ils se sont dit, et par la suite, certains même me l'ont dit, que en fait, on peut avoir une coupe de cheveux comme ça et faire son travail normalement et être dans un monde professionnel comme celui-ci, sans qu'il y ait trop de problèmes. Parfois même des élèves qui me chambraient un peu au début de l'année, notamment quand ils sont en groupe, hein, on sait très bien l'effet de groupe à ces âges-là, notamment au collège, mais qui, lorsqu'on se retrouve tout seul ou lorsque je vais les croiser devant le collège, à la sortie, sur le chemin du retour, dans le bus, vont parler avec plus de liberté et certains même m'ont dit monsieur, moi j'aime beaucoup votre coupe de cheveux et j'espère avoir les mêmes cheveux que vous, j'espère avoir la même coupe de cheveux que vous. Donc voilà, au niveau du monde scolaire et du rapport que j'ai eu avec les élèves par rapport à ce sujet-là, ça a été très intéressant en fait, et puis ça m'a aussi permis d'en parler lorsqu'il y avait des soucis avec des élèves qui par exemple harcelaient une fille qui portait une coupe afro, enfin, qui avait les cheveux longs et crépus, et j'ai pris le temps en fait de leur expliquer que c'était pas un comportement à avoir, d'autant plus que c'est quelque chose qui peut faire
parce que je l'ai vécu, qui peut faire beaucoup de mal en fait à une personne, et on sait tous maintenant la sensibilité que peuvent avoir les élèves à cet âge-là, notamment au collège. Donc voilà, au niveau de moi, mon expérience en tant qu'enseignant par rapport à mes cheveux, c'est tout ce que je peux dire. Et puis ce que je pourrais rajouter aussi en plus en dernier point, c'est que lorsque j'en ai parlé dans le milieu scolaire à mes collègues ou même aux chefs d'établissement qui ont pu, pas tous et pas toutes, me faire des remarques, c'est que en fait on n'est pas là en fait par rapport à nos cheveux ou à notre catégorie de cheveux ou à notre texture de cheveux. Moi, j'avais des collègues professeurs qui avaient les cheveux longs, qui avaient des barbes longues, qui étaient certains tatoués, qui étaient certains percés. Moi, pour moi, je vois aucun souci au physique en fait des personnes ou au style d'une personne tant que la personne fait son travail en fait. Déjà en fait aujourd'hui, en 2019, bientôt en 2020, il suffit de passer devant un collège ou un lycée pour voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont les cheveux crépus, qui portent les cheveux longs. Donc il y a quand même une évolution par rapport à ma génération qui était au collège et au lycée durant les années 2000 et 2010. Mais au niveau des parents, déjà je suis pas là pour dire ce que les parents doivent faire, mais je pense que juste en fait accepter la nature de nos cheveux, accepter ce qu'on est, accepter ce qui amène à être notre identité d'ailleurs, ce serait déjà un bon premier pas. Et puis surtout, contrairement à ma génération, où chez beaucoup de personnes, filles ou garçons, il y a eu le défrisage très tôt, surtout, ce que je pourrais dire, c'est que pour vos enfants, en fait, pour leur santé, exit total et sortie totale du défrisage, parce que ça a des effets et des séquelles qui sont presque... c'est triste à dire, mais qui sont presque... qui sont très longs, en fait, et qui peuvent être des effets à vie, que ça soit sur le cuir chevelu, sur le cheveu, mais même sur les cellules, en fait, du corps. Donc, ce que je dirais aux parents, c'est ça, en fait, préserver la santé de vos enfants et accepter, en fait, votre identité et vos gènes qui amènent à avoir ce cheveu crépus. N'hésitez pas à poser la question à Harash is Beautiful, on vous répondra. Et puis il y a d'autres groupes aussi qui peuvent vous répondre. Nous, on répond très rapidement, et ça arrive qu'il y ait des parents ou des personnes qui nous envoient des messages en fait et qui nous questionnent sur comment traiter ce cheveu-là, comment l'entretenir. Donc des fois, on prend le temps de répondre sur tout ça. Mais surtout, je pense que on le fait de plus en plus. On va mettre en place des tutoriels sur notre page Harash is Beautiful. Mais je pense aussi qu'à l'avenir, quelque chose qu'on aimerait bien développer, c'est des ateliers justement enfants-parents pour donner les bases en fait de qu'est-ce que c'est que d'entretenir ce cheveu crépus, ce cheveu frisé. Parce qu'effectivement, pour les générations de jeunes parents d'aujourd'hui, qui sont proches de ma génération d'ailleurs, il y a encore cette méconnaissance du cheveu crépus. Mais voilà, j'ai quand même espoir aussi que toutes les vidéos et toutes les youtubeuses qui sont arrivées dans les années 2010 ont amené quand même à une meilleure connaissance, ou du moins à des connaissances basiques sur le traitement du cheveu, ne serait-ce que utiliser des shampoings plus appropriés, des mélans et après shampoing, ne pas coiffer le cheveu à sec, etc., etc. Je pense que juste avec ça, déjà, c'est un bon début. Mais effectivement, je pense que pour certains parents, je pense que c'est le cas de tous les parents, il y a effectivement un apprentissage à faire. Et déjà, sur les questionnements qu'ils peuvent avoir, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer leurs questions, leurs messages dans tous nos réseaux sociaux d'ailleurs, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et puis à l'avenir, on espère mettre en place ces ateliers-là, qui ont déjà été faits d'ailleurs par d'autres structures dans le passé, et qui peut-être vont continuer à les faire. Et puis on n'hésitera pas à vous renvoyer vers ces ateliers-là.
Alors c'est toujours très difficile, hein, je pense, déjà de répondre à cette question-là et de se protéger en fait face aux attaques, face aux rejets, face aux discriminations qu'on peut subir à cause du fait de porter le cheveu crépus, le cheveu frisé, ou porter ses cheveux naturels quand on les a cette texture-là. Je pense pas qu'il y ait de recette secrète. Et puis dire soyez fort ou soyez forte, ça serait un peu hypocrite parce qu'on n'est pas tous égaux face au rejet, en fait, tout simplement. Donc, ce que je pourrais conseiller, en fait, c'est et ce qui m'a aidé en fait par rapport à mon expérience personnelle, donc c'est pas vraiment un conseil, mais c'est juste montrer comment mon expérience et comment ça a marché pour moi, c'est que au fur et à mesure qu'on s'accepte soi-même déjà, en fait ça se ressent dans ce qu'on est, et au fur et à mesure je dis pas que le rejet disparaît, je pense que ça disparaîtra pas rapidement, mais on se sent un peu plus, pas fort et légitime, mais en tout cas plus. Les Américains, ils ont un mot en anglais, c'est secure. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Ouais, être un peu plus en sécurité avec soi-même, en fait, tout simplement. Ce qui porte un meilleur bouclier face aux agressions extérieures qu'on peut subir. Mais effectivement, c'est une question qui est particulière et difficile parce que, comme j'ai dit, on n'est pas tous égaux face au rejet, on n'a pas tous le même mental, on n'a pas tous la même force. Donc, je pense que c'est précis, c'est chacun son parcours, chacun son cheminement par rapport à ça, et malheureusement, je pense pas qu'il y ait des recettes secrètes. La seule chose, c'est que j'espère que dans la société, dans les années à venir, c'est une problématique qui va évoluer et que ce rejet-là sera moins fort ou alors disparaîtra. Pour ceux qui verront cette vidéo, pour ceux qui nous suivent, Halal c'est Beautiful, pour ceux qui suivent Fibrani aussi, n'hésitez pas en fait à parler de toutes ces structures en fait qui se créent et qui amènent à une positivité autour de tous ces sujets-là et qui débloquent un peu des situations. Nous, avec la partie un peu théorique sur cette question-là autour des cheveux crépus, des structures comme Fibrani qui apportent directement le côté pratique avec leurs produits. Voilà, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous suivre, ceux qui ne nous suivent pas encore. Et voilà, il y a plein de choses, plein de surprises qui arrivent à l'avenir. Et voilà, Halal c'est Beautiful, acceptez-vous, acceptez vos cheveux crépus, arrêtez d'insulter, que ça soit en blague ou en remarque plus ou moins poussée, les personnes de votre entourage ou même les personnes que vous connaissez pas forcément par rapport à leurs cheveux, puisque vous savez pas ce qu'ils ou elles vivent. Donc voilà, Halal c'est Beautiful.